Merci Aïcha, Gayatkoum Saha, où je suis vraiment admiratif par le travail que vous faites à GEOS, hein, avec toute l'équipe de direction et tous ces jeunes très motivés, on va dire, pour servir plusieurs projets à travers l'utilisation du spatial de manière générale. C'est vraiment exceptionnel. Je vais essayer de vous présenter un peu des activités liées aux ressources en eau à travers l'utilisation du spatial. Voilà, je vais vous présenter ce sujet qui est l'apport des données satellites de manière générale et plus précisément aujourd'hui radar pour la gestion durable des ressources en eau. Je me présente rapidement, donc je suis Maher Zeribi, je suis directeur du Centre d'études spatiales de la biosphère, le CESBio. C'est un laboratoire à Toulouse, et puis je suis directeur de recherche au CNRS. Oui, Ça marche comme ça ou pas? ça marche bien, ça marche. Ah, c'est super. Bon, donc on va commencer. Là, je vais vous parler d'où. Donc, comme j'ai dit auparavant, je viens d'un laboratoire, je dirige un laboratoire à Toulouse, c'est le Centre d'études spatiales de la biosphère. Donc, on est 140 personnes et puis on travaille beaucoup sur le développement de toute la chaîne spatiale, hein, en fait, en portant des missions spatiales, travaillant sur la méthodologie, on va dire, pour développer des méthodes, hein, décrire les états de surface et après aller jusqu'à les applications autour de l'eau, le carbone, etc. Donc le contexte de l'eau, est évidemment, on le sait tous, c'est un contexte très compliqué avec notamment les changements climatiques. On sait qu'il y a dans ce contexte-là des hotspots comme la Méditerranée qui posent de sérieux problèmes, je dirais, liés à l'évolution des ressources en eau. Et on sait bien qu'on va avoir un stress hydrique relativement très important dans le futur, et notamment, si on parle de la Tunisie, elle fait partie des pays les plus touchés. Donc, lorsqu'on revient sur le cycle d'eau en général, évidemment, la télédétection peut agir sur différentes composantes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du cycle d'eau, on parle de la nappe, on parle du contenu en eau dans le sol, on parle des lacs, c'est les réservoirs de manière générale, on parle évidemment de l'évapotranspiration, de tout ce qui est stock de neige, etc. Donc, tout ça, on essaie de le caractériser en utilisant d'abord l'observation de manière générale et particulièrement le spatial. Comme ça a été dit par Kelm, ça apporte en fait le spatial, cet aspect spatio-temporel qui est plus compliqué lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles. Et puis, évidemment, un couplage, une assimilation dans les modèles qui décrivent les processus. Voilà, donc là, c'est une illustration rapide, je dirais, de tous les états, les réservoirs sur lesquels on peut agir pour décrire des états de surface qu'on utilise la télédétection de manière générale. Donc, vous voyez d'abord les réservoirs et puis les flux. Et donc, lorsqu'on voit les réservoirs, on va voir le sol. On a besoin de caractériser le contenu en eau dans le sol, qui est un paramètre essentiel pour l'agriculture, pour les réserves en sol, pour la végétation, etc. La neige, c'est très important aussi. C'est le stock de la neige qui va définir aussi de manière stratégique sur une saison, est-ce qu'on a de l'eau l'été, etc. Donc, c'est très important pour les pays qui ont, on va dire, des stocks de neige. Évidemment, le niveau des lacs, des rivières, comme ça a été présenté évidemment par mon ami Kelm, mais puis le stock d'eau au niveau souterrain, et enfin les flux tels que les précipitations, l'évapotranspiration, les débits, etc. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai mis des outils, des types de satellites qui peuvent apporter des réponses. Pas mal de satellites sont des radars, d'autres c'est des données plutôt optiques, d'autres c'est des données infrarouges thermiques, etc. Je reviendrai dessus par la suite. Mais vous voyez, c'est que à travers tout ça, on arrive à représenter beaucoup de paramètres essentiels et des variables paramètres essentiels dans la description du cycle d'eau continental notamment. Évidemment, une illustration de l'apport de la télédétection et de l'observation spatiale, c'est le cycle du couvert végétal. C'est-à-dire, lorsqu'on veut parler du cycle, et là, le contexte d'évapotranspiration, de gestion de l'eau, des ressources en eau, par exemple en agriculture, qui souvent consomment 80%, 70%, voire plus d'eau, on va dire, dans un pays comme la Tunisie, par exemple, on a besoin de mieux optimiser ses ressources. Et donc, on arrive
à travers des couplages entre modèles des processus et images satellites, à savoir si on a besoin d'irrigation, par exemple, ou pas. Donc, si on revient à la télédétection, de manière générale, on a l'imagerie satellite, on peut la décrire par trois paramètres essentiels. La résolution spatiale, c'est la taille, on va dire, du pixel, la résolution temporelle, la répétitivité de la mesure, qui est un paramètre essentiel parce qu'il y a une différence entre faire des mesures chaque jour ou bien faire des mesures chaque 20 jours. L'aspect opérationnel, il n'est pas le même. Et évidemment, la fréquence. C'est-à-dire la fréquence, c'est un paramètre essentiel parce que à travers la fréquence, on va voir des choses et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment un point principal. Et donc, lorsqu'on arrive aux fréquences, on va s'approcher de cet aspect radar parce que si on prend l'exemple de ce couvert végétal que vous voyez sur ce slide, vous voyez en fait que en fonction du satellite, on va décrire des paramètres qui sont différents. Si on prend l'optique, évidemment, on va décrire la surface foliaire, on va décrire un peu la première couche du couvert végétal, ça peut être aussi la texture du sol. Si on prend l'infrarouge thermique, on est là sur la description, sur la température de surface, et donc tout ce lien avec l'évapotranspiration qui est essentiel aussi. Et puis, si on prend les micro-ondes, il y a ce côté pénétration des ondes, et donc on va aller jusqu'à l'humidité des sols, on va décrire le contenu en eau de la végétation, voire la hauteur d'eau libre de la surface, et le signal radar, on va décrire par la suite, il dépend de deux paramètres essentiels. D'abord, la permittivité, ce qu'on considère, on appelle la constante électrique, qui est directement liée à la présence d'eau dans la matière, qui peut être la végétation, elle peut être le sol, etc., et la géométrie, qui est aussi un paramètre essentiel dans, on va dire, l'interaction avec le signal radar. Donc, on est dans un contexte très riche lorsqu'on parle de radar. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de radars, évidemment les radars SAT, canadiens, les ERS, les TerraSAR, etc. Et depuis 5 ans, on a les Sentinel-1 qui sont très, très importants dans une logique opérationnelle pour le suivi des ressources en eau, avec des mesures répétitives de 6 jours et une résolution de 10 mètres, ce qui correspond vraiment à, on va dire, à un objectif relativement opérationnel pour le suivi des ressources en eau. À côté de tout ce qui est imagerie satellite, haute résolution ou très haute résolution, il y a aussi des séries temporelles qui sont très utiles pour le suivi, je dirais, climatique des ressources en eau. Ça peut être la sécheresse, par exemple. Et là, on dispose depuis maintenant quelques années, en plus des imageries, on va dire qu'on peut acquérir de manière opérationnelle chaque semaine, chaque jour, on a des séries qui font 20 ans, 30 ans de données, qui peuvent être de l'optique, mais aussi du radar. Et ces séries temporelles, elles sont essentielles pour analyser les anomalies climatiques pour les ressources en eau. Donc, vous voyez, il y a cette combinaison entre l'imagerie qu'on acquit, on va dire, de manière fréquente, et puis ce côté longue série temporelle, comme les précipitations, par exemple, etc., pour bien comprendre le contexte climatique. Donc là, je m'approche, hein, je mets un peu de temps, mais j'arrive au SAR. Alors, pourquoi les radars sont intéressants? D'abord, la différence entre l'optique et le radar, pour ceux qui n'ont jamais fait de radar, c'est que le radar, c'est un instrument actif. Ça veut dire, à la différence de l'optique où on est vraiment de l'émission passive des surfaces continentales, c'est-à-dire la source et le soleil, là, on a des instruments qui sont actifs, c'est-à-dire que l'instrument, il envoie un signal, il va taper sur la surface et ce signal va revenir. Une fois qu'il a tapé sur la surface, ça veut dire qu'il a déjà des propriétés du milieu qui vont être envoyées à travers ce signal. Et c'est à partir de ça qu'on va caractériser les propriétés de la surface. Donc, comme je l'ai montré avant, donc on est dans ce contexte-là avec des ondes qui sont envoyées, qui sont reçues. Pourquoi le radar, c'est intéressant? Ça a été dit avant, évidemment, on peut avoir des mesures indépendantes de la lumière, donc jour et nuit. On est transparent ou relativement transparent de l'atmosphère. Et après, évidemment, on a différentes propriétés essentielles. D'abord, la fréquence. Il faut savoir que le choix de la fréquence, ça peut être la bande C comme Sentinelle, mais des bandes encore plus larges, comme par exemple des longueurs d'onde en bande L, voire en bande P. Et cette taille de la longueur d'onde va
caractériser les objets qu'on va voir. Par exemple, si on est en bande C, on va retrouver un peu la couche relativement pas très profonde de la végétation. Si on est en bande P, on va pénétrer une forêt et on va aller jusqu'au sol, voire on va pénétrer la subsurface et on va aller dans le désert plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Donc, vous voyez, c'est un paramètre essentiel auquel on ajoute l'incidence, aussi un paramètre important, et la polarisation, qui est la direction du champ électrique. On parle de polarisation VV, par exemple, sentinelle, c'est lié à la direction du champ électrique. Donc, c'est ça, en fait, on envoie le signal et on va caractériser les propriétés de la végétation, de l'humidité du sol, etc., à travers le signal qui revient au radar. Donc, il y a 3 types de radars on va dire, qui sont utilisés. Je vais commencer par les plus vieux. Il y a les diffusiomètres qui sont plutôt des radars très basiques, on va dire, en termes de technologie. C'est des tâches au sol qui vont faire plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres. Ils sont très utilisés au niveau opérationnel global. Souvent, on les utilise pour la météorologie. Donc, il y a des produits qui sont basés actuellement. Il y a toujours des diffusiomètres qui sont en orbite, comme ASCAD sur les satellites EUMETSAT, voilà, Météosat. Ensuite, il y a les radars à ouverture de synthèse. Là, c'est vraiment une technologie beaucoup plus poussée. Souvent, c'est ce que vous voyez, en fait, ce que vous utilisez, Sentinel-1, etc. Donc là, il y a une technologie basée notamment sur du Doppler pour réduire la résolution spatiale et arriver à construire une image. On n'est pas sur une logique d'une caméra comme en optique, c'est vraiment lié au mouvement du satellite qu'on développe cet aspect Doppler qui fabrique un peu une image satellite. Et puis, un troisième type de radar, c'est l'altimétrie. C'est un peu, je dirais, l'ancêtre des radars qu'on trouve dans les avions, mais qu'on utilise beaucoup au niveau de l'environnement et au niveau des ressources en eau, notamment pour retrouver le niveau des lacs, le niveau des océans. Et bientôt, on va avoir des altimètres comme l'altimètre SWOT, qui est à une très fine résolution de l'ordre de 100 mètres et qui va permettre de caractériser des objets très fins au niveau, on va dire, du niveau de la surface d'eau. La base physique, lorsqu'on parle de radar, souvent on revient aux équations de Maxwell. C'est-à-dire que ces équations vont nous permettre de caractériser le lien entre les surfaces sur lesquelles on fait nos mesures et le signal mesuré. Et donc, ce lien, il dépend de différents paramètres. D'abord, comme je l'ai dit avant, des paramètres du radar, c'est-à-dire la fréquence, l'angle d'incidence et la polarisation, mais également, les choses qui nous intéressent, c'est les propriétés électriques du sol ou du milieu de manière générale et sa géométrie. Donc, c'est différent de l'optique, on travaille sur vraiment ces deux caractéristiques. Donc, évidemment, on développe des modèles électromagnétiques qui peuvent être physiques, semi-empiriques. On peut aller à la machine learning, deep learning, pour relier le signal radar aux propriétés qui nous intéressent. Ça peut être la végétation, ça peut être le sol, et derrière, évidemment, différents types de paramètres. Donc, on voit ici quelques applications. Je suis désolé, j'ai essayé d'aller vite parce que, voilà, on a perdu un peu de temps. Donc là, par exemple, c'est typique de l'utilisation de Sentinel-1. Ici, on est sur des rizières sur le Mekong au Vietnam. Donc, on va caractériser à travers ces séries temporelles qui sont acquises sur tout un cycle végétal, on va caractériser les propriétés du riz, c'est-à-dire, par exemple, tout le cycle phénologique dans un contexte qui est relativement complexe parce que le riz, il y a des zones inondées, des surfaces inondées pour le riz, à la différence des céréales comme le blé. Et donc, voilà, comment trouver des modèles qui peuvent décrire tous ces cycles, qui est un paramètre essentiel, d'abord pour le suivi du riz, mais également pour l'émission de méthane, etc., comme paramètre important pour le changement climatique. Là aussi, c'est un autre paramètre sur lequel il y a beaucoup de travaux qui sont basés sur le radar, c'est l'humidité des sols. Donc, comme je l'ai dit avant, on caractérise la constante électrique qui est directement liée au contenu en eau dans le sol. C'est-à-dire, en gros, si on n'a que de l'eau, on devient conducteur et donc la constante électrique, elle est maximale. Et là, il y a beaucoup de modèles qui sont développés pour retrouver cette
humidité du sol qui est intégrée évidemment dans des modèles liés à la description des besoins en irrigation, à la gestion du développement agricole, à la gestion de l'eau en général par les gestionnaires locaux, régionaux, voire au niveau national, parce que aussi il y a le paramètre lié à la sécheresse. Donc, on développe des modèles d'inversion qui sont physiques, voire empiriques, ou bien par des approches réseau de neurones, plus, on va dire, machine learning un peu aveugle. Voilà. Donc, il y a toutes ces approches pour cartographier des propriétés d'humidité à haute résolution. Ça peut être à l'échelle de la parcelle agricole, voire à des résolutions qui peuvent aller jusqu'à 20-30 km. D'autres paramètres, c'est par exemple les travaux du sol. Je vous ai parlé des propriétés d'électrique, mais il y a également les propriétés géométriques. Et là, typiquement, on arrive à déterminer, en gros, si c'est un sol lisse, si c'est un sol labour, pourquoi ça sert ce type de description de la géométrie de la surface. Parce que d'abord, on définit le début d'un cycle agricole, mais aussi on les intègre dans des modèles de ruissellement, d'érosion qui ont besoin d'une description de la surface du sol. Donc, toujours, il faut savoir souvent que ces états de surface qu'on décrit, on ne va pas aller, on va dire, à la conclusion sur les ressources sans avoir ce besoin, entre parenthèses, entre ce couplage produit satellite et modèle des processus. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, une application qu'on a développée au laboratoire pour donner, on va dire, répondre aux agriculteurs s'ils doivent irriguer ou pas. C'est-à-dire de manière opérationnelle, on va aller chercher par le satellite, on va aller chercher des données de Sentinelle-2, de Sentinelle-1 par exemple, on va intégrer ça dans un modèle bilan d'eau et en fonction de ça, on va dire si la plante elle a besoin d'eau ou bien elle peut continuer, on va dire, sans irrigation. L'objectif, évidemment, c'est de mieux gérer les ressources et baisser, on va dire, la consommation en eau au niveau de l'agriculture. On voit ici une autre application aussi qu'on a développée autour de la sécheresse. Comme vous le savez, malheureusement, voilà, encore, on vient de sortir, heureusement, d'une grande sécheresse au Maghreb et particulièrement en Tunisie. En se basant sur des séries temporelles longues de 20-30 ans, et particulièrement des données radar, on arrive à voir le contenu en eau du sol. Et ce contenu en eau du sol va nous donner une information pour une analyse statistique par rapport à des anomalies. Est-ce qu'on est sur un niveau très bas, très élevé par rapport à la moyenne? Et ça, on l'intègre comme ici dans une plateforme qui nous donne une idée de la sécheresse à l'échelle, par exemple, en Tunisie, d'un gouvernorat, et on a une information qui peut être liée à la végétation, au contenu en eau en sol, et combinant ces deux effets pour avoir un résultat final de la situation de la sécheresse. Voilà, donc là, c'est une autre application qui est un peu anecdotique, mais qui peut être très intéressante, c'est l'eau au niveau désertique. Il se trouve que on parle parfois, oui, il y a de l'eau, il y a des nappes impressionnantes sur le Sahara, et on le sait très bien qu'il y a 10 000 ans, par exemple, le Sahara, c'était vraiment des prairies, il y a de l'eau qui coule, etc., mais qui a été cachée, enfouie par le sable, malheureusement, avec un changement climatique très brutal. Et donc, le SAR, il sert à retrouver ce qu'on appelle des rivières fossiles. Et ça a été déjà utilisé par des radars en bande L, par exemple, qui sont à peu près une longueur d'onde de l'ordre de 20 cm. Et vous voyez, comme ici, c'est au niveau du Nil, mais aussi en Libye, il y a beaucoup de travaux en Mauritanie. Et donc, ça permet de détecter ces rivières fossiles. Et on sait bien que c'est des points d'infiltration, je dirais, prioritaires. Et donc, généralement, au-dessous, il y a les nappes qu'on cherche, on va dire, à détecter. D'ailleurs, dans ce contexte, on a une mission qu'on devrait lancer et qu'on porte scientifiquement au laboratoire. C'est la mission biomasse en bande P, avec une longueur d'onde de 70 cm, avec l'objectif, évidemment, principal de la cartographie des forêts, mais également de chercher l'eau dans les grands déserts, parce que là, avec ce type d'instrument basse fréquence, on va pénétrer à plusieurs mètres. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une cartographie de ces ressources. Voilà, je vous remercie
merci pour votre attention et encore désolé pour les petits problèmes du début.